En même temps que l'automne, on se déplace dans le coin de Saint-Valérien. Là-bas, une famille bien unie y vit au rythme des saisons, en cultivant entre autres fruits et plantes, mais aussi en cultivant non pas dans la terre, mais sur des billots de bois, de délicieuses protéines végétales, ou plutôt des champignons. Partons ensemble à leur découverte. Allô Charles, allô Marie-Hélène, merci de nous recevoir chez vous dans votre intimité. Je sais que les caméras, c'est peut-être pas votre truc préféré. Pas si pire. Pas si pire? Non, ça va. Bon, c'est après. Après, on va faire « Ah non, pourquoi on a fait ça? » On a fait de l'hypnose pour apprendre à les oublier. Faut pas se regarder Ouais. trop, là, Ouais, c'est ça. Donc, on est à Saint-Valérien. Oui. Puis, c'est ça. Pourquoi Saint-Valérien? Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Nous, en fait, on est arrivé en 2016, en fait, Saint-Valérien, en soi, nous, c'était beaucoup la MRC de Rimouski-Neigette qui nous intéressait à la base. La proximité avec Rimouski, le fait qu'on voulait des enfants, éventuellement, quand on est arrivé, on en avait déjà un, là, mais il y avait tout, d'un point de vue recherche d'emploi, d'un point de vue démarrer de projet, avoir un marché assez accessible, d'avoir des enfants qui pouvoir être en campagne, mais que nos enfants puissent rester à la maison le plus longtemps possible, là, éventuellement, s'ils voulaient faire des études. Il y avait beaucoup ça derrière ça, là. Puis Charles avait fait du woofing à Saint-Valérien en 2013. Ouais. Ouais, c'était quand même notre endroit de prédilection, Saint-Valérien, là, mais on avait pour optique on s'était mis quoi? Saint-Simon, pas Saint-Simon, on avait été voir jusqu'à Saint-Gabriel, avant Saint-Gabriel. En fait, plus loin que Saint-Gabriel, On avait été voir les hauteurs, ouais. c'était trop loin. Les hauteurs, on s'était dit, OK, ça commence à être loin du Commence fleuve. à être haut. Oui, haut, loin de l'eau, loin de Rimouski. Donc, mais Marie a bien résumé l'accessibilité. La région offre beaucoup d'avantages pour des jeunes familles, pour des projets agricoles aussi. En fait, on avait peu d'espoir à trouver à Saint-Valérien même. C'était comme Charles, c'était notre idéal. Donc, ça comme, dès qu'on a eu l'occasion, on a vraiment sauté dessus. Puis, à la base ici, en fait, nous, on n'avait pas l'argent pour acheter, mais Charles avait appelé l'ancien propriétaire, il avait un peu séduit, il avait dit, on peut te donner un peu d'argent en attendant qu'on s'organise avec la financière agricole, qu'on réussisse à se faire financer. Donc, tout ça s'était passé là, assez rondement, là, mais on avait un chalet de construit, puis on n'était pas encore propriétaire, là, donc on a un peu, c'est ça, Ouais, on a un peu poussé notre luck, là. Parce qu'il n'y avait rien ici au départ. Ce que vous avez acheté, c'est un terrain, puis vous avez tout construit depuis 2016, donc ça fait à peu près 7 ans là, Oui. que vous êtes là. 7 ans, puis comme dit, on était venu voir l'hiver, donc même pas vu le sol, on croisait les doigts, on se doutait qu'il y aurait de l'affleurement rocheux, puis de la petite fraise, mais c'était pas si pire. On a du beau sol à quelques endroits, puis mais on était venu se promener avec le propriétaire en skidoo, on est venu le faire en ski, puis voilà. Ça vous a donné le goût. Ouais. Oui, mais Ouais. c'était le bon moment aussi parce que là, 3 ans plus tard, les prix avaient déjà augmenté là, puis quelqu'un l'aurait acheté avant nous. En fait, plus tard, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ah oui, je l'avais regardé la terre, mais c'était soit trop forestier, soit trop agricole pour moi, ou trop gros, ou trop cher, peu importe là. Mais avec les prix d'aujourd'hui, on est bien content. Ouais, puis pour le projet, un compromis, on a tous, quand on achète quelque chose, d'avoir, t'as tes critères de base, puis après ça, t'es quand même ouvert à ce que ce soit pas parfait, là. Nous, on avait quand même un projet de faire de l'agroforesterie, verger. Donc, on est venu ici, on a vu, c'est des terrains assez typiques de la région, avec des petits îlots forestiers, de la prairie. C'était des terres à exploitation de vaches laitières. Donc, tu avais quand même beaucoup de pacage, beaucoup de pâturage en friche. Mais au visuel, c'est quelque chose de super intéressant. Tu as du vallonnage, tu as comme 2 bassins versants ici, tu as du relief. C'était, en termes d'esthétique, c'était un très bel endroit. Oui, c'est ça. Il y avait du potentiel. On est des gens de relief. Ouais, on aime le, oui. Vous aimez votre vie bien occupée aussi parce que vous êtes fondatrice de l'entreprise Au Jaseur des Cèdres. Est-ce que ce projet-là est né en même temps que vous êtes arrivé ici, que vous avez pris racine sur le lieu ici? On avait l'idée de faire un projet agricole. Est-ce qu'on avait l'idée de le faire aussi rapidement? Non. Mais comme il n'y avait pas de bâtiment sur la terre, personne ne voulait nous financer parce que c'était une terre agricole. Donc, il a fallu
qu'on monte un plan d'affaires. Tu sais, tout ça, quand je dis que ça s'est fait vite, là, c'est ça, il a fallu qu'on se dise, bon, ben c'est maintenant, tu sais, on a créé notre entreprise, on est passé dans la financière agricole, on a tout monté notre projet avec notre conseiller de l'époque qui a cru en notre projet parce que ça restait très alternatif quand même. Donc c'est pour ça, tu sais, on avait regardé avec le FIRA, qui est le fonds d'investissement pour la relève agricole, qui aurait pu nous prêter de l'argent, mais notre projet était trop petit pour eux, tu sais, c'était plus un modèle transfert, ferme familiale, ferme laitière, là. Donc, tu sais, ils prêtaient des très grosses mises de fonds, là. Donc, notre projet était trop petit pour eux, donc ça avait pas fonctionné. Fait qu'il avait fallu recommencer avec la financière à ce moment-là. Le propriétaire avait été très patient. Il était patient, ouais, il était chouette. Il était chouette. C'est nous le deal, c'est qu'on lui a donné la moitié de nos économies, puis on a construit avec l'autre moitié de notre petit chalet. Mais comme disait Marie, à l'automne, premier automne, on s'est installé. On a dit on arrête d'investir sur le chalet parce qu'on sait même pas si on va être propriétaire. Donc on a quand même passé un premier hiver dans un chalet qui était simple vitrage, puis ça a été compliqué. La première année était vraiment compliquée. Pas d'eau, des petits panneaux solaires pour l'électricité, pas de laveuse, zéro confort, ce qui est quand même, c'était super, mais ça impliquait que on leur ferait, mais c'est sûr que là on n'est plus rendu là. On avait un enfant à l'époque. Parce qu'on peut pas vivre sur une terre, on peut pas se construire une maison sur une terre qui est zonée agricole. Nous ça? on peut. Ça c'était correct. Ouais. Parce que vous avez un projet entrepreneurial. Non, parce que c'est une terre agroforestière de plus de 20 hectares. Okay. Donc, il y a la zone agricole, mais dans la MRC de Rimouski-Neigette, puis c'est le cas dans plusieurs MRC au Québec, quand t'as l'affectation, dans la zone agricole, t'as l'affectation agrodynamique, agroforestière, puis agrovillégiature. Puis dans l'affectation agroforestière, ici on a 76 hectares. Quand on a plus de 20 hectares, on a le droit de se construire. Puis il y avait un droit acquis aussi. Il y a eu une ferme, c'est les Cires, grands-parents Cires avaient une ferme ici en bas. Donc, il y avait quand même un droit acquis de construction. Ça, il y avait déjà eu des bâtiments. Il y a eu des bâtiments à l'époque. Fait qu'on aurait eu le droit de toute façon. Ouais. Mais oui, ça, c'était d'un point de vue charge mentale, c'est sûr que ça, parce qu'on vit toujours pas de notre projet, donc on n'aurait pas encore eu le droit de construire une maison normalement si on avait été dans de l'agrodynamique, là. Tu sais, ça jouait aussi dans le choix de projet. Oui. Puis il faut des énormes revenus. Pour des petites fermes comme nous qui sont en démarrage, si tu veux te construire sur une terre agricole, mais mettons pour la CPTAQ, je pense que c'est 50 000 de revenus. Brut, c'est ça, oui, c'est 20 000 net. 20 000 net, mais c'est pour des petites entreprises comme nous, c'est long là. Autant quand atteindre ça, on n'y est pas là. Donc on n'aurait pas de maison comme on n'aurait pas de maison encore. Puis, oui, c'est un peu frustrant pour des projets comme ça parce que tu sais ils déterminent qu'est-ce qu'un revenu acceptable. Alors que à l'époque, nous autres avec un enfant, on vivait avec très peu là. On était habitué de vivre simplement, donc. C'est ça. Heureusement, on n'a pas eu à jouer avec ce côté administratif-là, un peu plate. Là. C'est appelé à changer aussi pour favoriser, j'imagine, les démarches qui sont un peu plus novatrices, un peu plus petite envergure. Talon débat. Oui et non. J'ai hâte de voir comment ça va se placer. Dans les prochaines années. Ouais. C'est toujours difficile de défendre aussi un modèle de vie où tu vis, comme dit Marie, avec 15 000 $ par année, en pouvant investir, en faisant des investissements pareils sur ta ferme, en allant chercher de l'argent aussi, peut-être en refaisant des études. On s'est débrouillé comme on pouvait, mais on se rend compte, on le sait, que pour la relève, c'est hyper compliqué. Il y a pas vraiment de soutien. Ici, on est une terre en friche. Juste pour exemple, on est une terre en friche. On n'a pas eu d'aide, si tu veux, pour revaloriser des terres qui sont abandonnées depuis 25 ans. Les gens l'ont fauché, mais ils l'ont juste absorbé. Ils n'ont jamais mis de fumier sur cette terre-ci, donc ils l'ont épuisé au final. On n'a pas de programme pour revaloriser des terres, mettons, pour au moins payer le fumier, payer tes heures de tracteur. Donc, il faut que tu supportes énormément de choses quand tu lances ce genre de projet. Puis là, agroforesterie, je pense que le nom de votre entreprise, c'est Aux Jaseurs des Cèdres, ferme agroforestière. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'agroforesterie?
Bon, je suis en train de faire une maîtrise en agroforesterie. Ah bon? Oui, je pense que tu devrais être bonne pour répondre à la question. Il faut être séquencé assez rapide. Bonne chance. Non, mais en fait, l'agroforesterie, si on y va à la définition officielle, c'est la mise en culture intentionnelle, en fait. C'est de créer des systèmes avec des arbres, avec des cultures, des associations qui vont être dynamiques, qui vont être intégrées puis qui vont se complémenter. Donc, tu sais, il y a une intention derrière. Donc, tu sais, une simple haie brise-vent comme ça, qui est abandonnée, qui est pas entretenue, qui existe parce qu'elle a toujours été là, ça rentre plus ou moins dans l'agroforesterie parce qu'il n'y a pas un entretien, il n'y a pas un côté... c'est ça, intention derrière. Donc nous, en fait, dans notre projet, à la base, il y a toujours eu les champignons shiitake. On voulait les faire sous couvert forestier. Donc là, on a l'utilisation de la forêt, puis on a l'aménagement d'une culture sous couvert. Donc on rentre dans un système agroforestier. Au niveau du verger, on a un verger qui est diversifié, mais il y a juste une strate. Nous, éventuellement, on aimerait ça faire que nos oies pâturent dans ce verger-là. Donc là, on a un système agroforestier, ça s'appelle du sylvopastoralisme. Donc nous, il y a toujours cette association-là d'arbres et d'autres choses. Ouais, tu pourrais cultiver des asperges. Tu sais, il y a des tests, on a fait de l'ail dans le verger. C'est d'avoir, comme dirait, plusieurs strates. D'utiliser au final. Que t'es pas juste une culture au sol. Puis, Qui est imposée au territoire, en fait. C'est un peu un désir de marier, j'imagine, le territoire forestier tel qu'il est à nos besoins en tant qu'humains, humaines de culture. Au Québec, c'est comme ça que c'est réfléchi, beaucoup. En Europe, l'agroforesterie a été beaucoup plus développée par les agronomes. Donc, c'est plus de rajouter des arbres en milieu champêtre, le retour des arbres champêtres. Ici, juste au niveau universitaire, c'est la faculté de géographie et de foresterie qui s'occupe du programme d'agroforesterie. Donc, ça donne une idée un peu de comment ça a été réfléchi au Québec. Dès qu'on plante un arbre au Québec, en général, on dit, va voir le ministère de la Forêt. Tu sais, là, le MAPAC embarque, là, au niveau des haies brise-vent, tout ça. Donc, mettez à la base des forêts, des associations, par exemple, d'arbres à noix et de culture, ça a été plus le ministère de la Forêt qui a embarqué là-dedans pour éventuellement la récolte de bois. Donc, tu sais, c'est vraiment plus à quelles portes se sont ouvertes là pour développer l'agroforesterie. Bon, en milieu forestier, c'est ça, c'est quelque chose ça se parle, mais en ce moment, le régime forestier ne nous le permet pas vraiment parce que c'est une approche sectorielle. Donc, nécessairement, l'industrie forestière sera toujours favorisée plutôt que des projets multiressources avec plein de petits projets, finalement, qui pourraient tous être intéressants pour des gens différents. Le gros projet qui va rapporter plus d'argent d'un coup. C'est sur ça du bois. Ouais. Puis, qu'est-ce que ça symbolise, le nom de votre entreprise, Aux Jaseurs des Cèdres? Veux-tu que j'y aille? C'est sûr qu'il y a des jaseurs, beaucoup, mais il y en a peut-être moins qu'au début, mais on a beaucoup des oiseaux. Oui, c'est une espèce d'oiseau. C'est le jaseur d'Amérique, c'est plus le jaseur des cèdres. Puis, les cèdres, parce que nos champignons sont mis dans la cédrière. Donc, on a 2 belles cédrières. Donc, on a été agréablement surpris quand on a acheté de découvrir ce qui était sur orthophoto, sur plan d'aménagement. C'était censé être un peu de tuya avec des érables rouges, qui se sont en fait révélées 2 belles cédrières qui sont juste à côté ici. Une qui est à côté de la maison. Donc, on s'est trouvé très chanceux d'avoir un milieu assez magique, humide, super beau, idéal pour les champignons. Puis le jaseur des cèdres, c'est ça représente, c'est le champignon, le logo. C'est un oiseau frugivore aussi. Puis dans le projet, on pensait pas les établir aussi rapidement, mais nous, tout ce qui est plantes pérennes, justement, avec l'agroforesterie, nous intéressait. Donc, les petits fruits émergents nous intéressaient beaucoup. Puis le jaseur des cèdres est un oiseau frugivore. Aussi, le Saint-Valérien, une des choses qui nous ont beaucoup marqué quand on est arrivé, c'est qu'ici, il y a beaucoup de haies brise-vent qui sont faites en sorbier. Donc, l'hiver, c'est magnifique. Tu as le paysage blanc avec les fruits rouges. C'est super beau. Donc, c'est ça, il y avait ce petit côté-là aussi. En fait, une fois qu'on a sorti le nom, on a comme arrêté de chercher. On s'est dit, mais c'est trop long, c'est ça. Puis les produits que vous offrez, où on peut les retrouver? L'hiver, il y a sur la corde d'achat à Rimouski, qui est le groupe d'achat. Donc, tous nos produits séchés sont là. Au niveau des champignons et des produits séchés aussi, cet été, on était au kiosque libre-service de la ferme de la Dérive, qui sont installés à Sagittaire, à Rivière-à-Thé-au-Bic.
Donc ça c'est une collaboration qui a commencé cette année, puis on est vraiment contents, puis les gens sont vraiment présents, puis même le kiosque libre-service en général cette année, la demande a explosé, là, les gens aiment beaucoup la formule là, de venir quand ils veulent, puis de se servir, de payer sur place. Donc, c'est vraiment super. Puis on profite, tout en étant dans notre fond de rang, heureux et seul, on profite de la 132, donc tout le monde est content là-dedans. Qui est un petit peu plus passante que le 6e oui, rang. Ici, on le ferait pas, avoir un kiosque, parce qu'on le sait que ça servirait à rien. Donc, éventuellement, pour les fruits, ça va être intéressant. Et il y a aussi, à Saint-Valérien, on a le panier valérienois, qui est une plateforme en ligne, en fait, qui a été développée par la Corporation de développement de Saint-Valérien. Donc, tous les producteurs de Saint-Valérien sont là. Et en fait, on met nos produits en ligne, les gens commandent, puis il y a un point de chute qui est à l'épicerie. Donc, les gens viennent à l'épicerie, puis ils ont accès à tous les produits en même temps, une fois que leur commande est passée. Donc, ça augmente en même temps l'achalandage dans notre épicerie à laquelle on tient. Parce que nous aussi, on a apporté les produits, puis on peut faire nos petits achats. Donc, c'est ça, c'est un super beau projet là, qui a été développé, qu'on essaie de faire mousser un peu, là, parce que là, on a nos habitués, là, mais on aimerait ça que plus de valérienois l'utilisent. Là. Mm-hmm. Donc, et un jour, peut-être qu'on sera au marché de Rimouski. Ah, c'est sûr. Oui. On aura des fruits. C'est nos arbres, ils ont 6 ans. Ils vont produire, je te dirais, dans 2 ans, on devrait être au marché. Mm-hmm. C'est quand même l'objectif, moi j'espère, oui. C'est de vendre des fruits, d'amener des pommes puis des poires. Ça a été assez long qu'on espère un jour vendre nos pommes puis nos poires. Sûrement, si les jaseurs les mangent pas tous. Oui. Ah non, on va mettre dans mon emporte-pièce et on vient simplement enfoncer ici. Donc là, on est rendu dans la cédrière, oui. Endroit idéal pour faire la culture de champignons sur bûche. Oui, ben en fait, ici, c'est parce qu'on est comme dans une cuvette. Donc, tu sais, de chaque côté de la cédrière, on a vraiment une pente. Donc, ici, ça reste très, 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 très humide, en fait, puis plus frais aussi. Plus frais. Ouais, ben en fait, le soir, on a vraiment le froid qui reste pris ici. Donc, c'est idéal, oui, pour la culture. Donc, les bio qu'on vient d'inoculer, ils vont incuber, en fait, pendant 2 ans. Donc, on va les laisser au repos. Donc, ça, c'est les bio qu'on a fait cette année. Donc, on voit que sur le bouleau, qui est un bois plus mou, ça s'est déjà très, très bien développé, là. On voit les espèces de fleurs blanches, là, qui se sont créées. Bien, ça, c'est le mycélium qui se développe, là. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Ouais. Oui, ouais. On le voit. On voit que sur l'érable, c'est moins là, ça commence. Puis, quand on parle de 2 ans, les gens se posent souvent la question, pourquoi 2 ans? En fait, c'est 8 mois à 20 degrés pour l'incubation avant de produire du champignon. Fait qu'au Bas-Saint-Laurent, c'est 2 ans. Ça ressemble à ça. Mais, ouais, c'est ça. Peut-être dans le sud du Québec, c'est plus rapide, mais ici, c'est vraiment 2 ans, là. Première année, on les avait juste laissés 1 an, puis c'était pas assez, là. Fait qu'on s'en est rendu compte, là, on travaillait pour rien. Fait que là, on les laisse 2 ans. Vous allez pouvoir nous suivre. Après, on va aller
montrer l'endroit où on recrée les conditions automnales. Donc, on va les tremper dans l'eau froide. Pour générer la Pour fructification. générer la Oui. fructification. Pour c'est envoyer le signal. C'est le temps. Il fait fret, ouais. Bien temps. Donc, pour le trempage, on utilise des bidons de 1000 litres. Donc, on met nos bio dedans, tout simplement. On recouvre d'une palette parce que si on remplit le tout d'eau, ben les bio vont vouloir sortir. Donc, c'est contre-productif. Donc, on met une palette, on attache le tout, on remplit, on laisse l'eau 24 à 48 heures. Ensuite, on vide. Puis nous, on a découvert aussi que de les laisser macérer un petit peu là, après vider l'eau, les laisser dans leur humidité, ça favorise une fructification un petit peu plus homogène. Marie, elle donne tous nos secrets. Un autre secret, de l'eau extrêmement froide. Non, mais c'est les essais et erreurs. Non, mais c'est de l'avoir de l'eau aussi extrêmement froide. Oui. Juste tremper ça dans un étang, dans une bassine, ça ne marcherait pas. On veut un choc. Donc, c'est ça. Puis là, une fois le trempage terminé, on va les sortir du bidon, puis on va les déposer sur les racks là. Et là, si au besoin, on peut améliorer l'humidité de la cidrière en brumisant. Là, les tuyaux noirs qu'on voit, c'est des brumisateurs. Et on peut créer des conditions plus humides là, si on n'a pas assez de pluie. Pour le moment, en tout cas cette année, on n'a pas eu trop besoin. Mais l'idée, c'est de conserver une humidité entre 70 et 90 % d'humidité dans l'air. Là. En même temps, on veut pas qu'il pleuve trop, parce que sinon, quand il pleut, le champignon se gorge d'eau, puis on vente de l'eau. C'est tout simplement. Ça fait un champignon avec une moins bonne qualité. Donc, ici, j'ai des primordia. Donc, le primordia, en fait, c'est mon bébé champignon, en fait, qui sort. Là, ça ressemble un peu à un doigt. Il peut y en avoir des très gros, des plus petits. Ça, c'est ma période un peu plus critique, là, parce que c'est à ce moment-là qu'on veut pas qu'une limace passe puis détruise notre champignon, parce qu'on n'aura pas de champignons à ce moment-là. Donc, en fait, ça, c'est aussi c'est une job de tous les jours, là. On circule, même des fois 2 fois par jour. On ramasse toutes les limaces qu'on voit. On va les donner aux canards. Et aux poules sont bien contents. Donc, c'est ça. Donc, à partir de ce stade-là, ça va prendre entre 3 et 4 jours pour avoir un champignon mature. Là. Donc là, après ça, on a le chapeau qui va se développer. Et comme un champignon de Paris, un peu qui passe de champignon de Paris à Portobello. Dans le fond, nous, on le récolte au stade Portobello. Donc, on va avoir un chapeau complètement ouvert. On va bien voir les lames. Puis c'est là qu'il va avoir son poids maximum, si on veut. Là. Donc, peu importe la taille du champignon, c'est pas la taille qui détermine si mon champignon est prêt ou pas. Ça va être vraiment le déploiement de son chapeau, là, quand il est complètement déroulé. Comme ceux-là ici qu'on voit sont pas prêts. Ça, c'est pas prêt. Là, il est comme au stade champignon de Paris. Donc, si je le récolte maintenant, il va être bon, mais j'aurais pas eu le plein potentiel en termes de poids pour ce champignon-là. Puis on le vend au poids. Fait qu'on le laisse grossir le plus possible. Puis là, il y a une récolte, une fois qu'ils sont installés, après avoir trempé, il y a une récolte au printemps puis une récolte à l'automne ou juste à l'automne? Non, juste à l'automne. C'est une récolte par année. Après ça, sur un bio, je peux avoir plusieurs primordia qui vont se développer à des rythmes différents. Là. Donc, tu sais, je vais récolter entre 200 puis à peu près 450 grammes sur un bio. Puis ça va être pendant 3 à 5 ans. Donc, chaque année, on retrempe les mêmes bio. La dernière année, on les trempe pas. Là, on fait juste les empiler puis on regarde s'ils produisent par eux-mêmes là, pour pas manipuler pour rien, là, ça, c'est quand même du poids, là. Quand je disais, là, il y en a des très gros, là, des bio, là, comme ça c'est lourd à manipuler, fait que on essaie d'éviter de le faire pour rien. Donc ici, on a un champignon qui est, en fait, presque prêt à récolter, là. Donc, comme je vous disais tantôt, on voit bien les lamelles blanches. Puis on a le chapeau là qui est pratiquement, en fait qui est complètement déroulé. Là. Lui, il serait prêt, tu sais, je le cueillerais là. Juste avant qu'il fasse. À un moment donné, il veut retrousser par en haut là. Ouais. C'est pas trop si pire. Ben c'est pas nécessairement trop tard, mais à un moment donné, les lamelles vont commencer à jaunir. Donc là, si on veut éviter ça, là, on veut une chair qui reste blanche puis qui est ferme. Ben, génial. Merci beaucoup pour votre temps puis le partage de précieuses connaissances. C'est un plaisir de partager ça avec vous. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup.